Bernard Rissa, qui est un vieil ami maintenant et qui est le spécialiste mondial de l'analyse des voies des sucres, en particulier dans les bactéries, mais pas seulement, qui a créé l'outil qui permet d'analyser les sucres, les enzymes qui digèrent les sucres, et qui travaille avec nous depuis bien longtemps maintenant, à qui on a fait plusieurs travaux, à qui on a encadré des étudiants, et qui reste très attaché dans le périmètre de l'IHU, et qui a une approche qu'il a développée qui est unique au monde. Donc on est ravis, même s'il s'est trompé en travaillant avec Gordon. On lui pardonne ça, et donc on est content. Merci Didier. Est-ce qu'on m'entend? Vous avez vachement de chance parce qu'il y a la moitié des gens qui ne sont pas là. Et pourtant, ça va être une belle histoire, toute neuve, sur les sucres. Alors, je sais que c'est en général pas la tasse de thé des gens. Alors, on va essayer d'y aller mollo, de vous accompagner dans ce monde. Et c'est parti. Mon introduction classique. Je vous rappelle que les acides nucléiques, que vous aimez bien parce que vous les séquencez, sont utiles à des tas de choses. On peut les amplifier, les séquencer, les synthétiser maintenant pour pas grand-chose. Et on peut traduire leur séquence en séquence en acides aminés immédiatement, sans problème. Donc, voilà. Les protéines, les enzymes, eh bien ce sont quelque part les produits directs des acides nucléiques. Ça peut être structural, ça peut être des enzymes, ça peut être des tas de choses. On peut les produire, on peut les manipuler, on peut en déterminer la structure à 3 dimensions. On peut aligner leurs séquences pour déduire tout un paquet de choses. Les sucres, c'est tout le contraire. C'est pas codé directement par l'ADN. On ne peut pas les amplifier, on ne peut pas les synthétiser, ou c'est très difficile. En tout cas, il faut faire appel à des vrais chimistes. C'est problématique, mais par contre, c'est vachement abondant. Et ça, c'est en raison de la photosynthèse. Il y avait des sucres bien avant qu'il y ait la photosynthèse, mais depuis qu'il y a la photosynthèse, les sucres sont devenus incroyablement abondants, et la plupart des organismes sont devenus dépendants, accros au sucre, à part quelques archées qui vivent en profondeur. Il y a, bien sûr, comme c'est nombreux, il y en a beaucoup, mais il y a des tas d'applications qui vont dans l'industrie, mais aussi dans la santé, la médecine, la nutrition. Ça règle le problème, ou du moins ça intervient dans le cycle global du carbone, donc dans les choses qui nous touchent tous les jours maintenant. Ce qui caractérise les sucres, c'est leur diversité stéréochimique, c'est-à-dire leur structure chimique. Donc voilà, je sais bien que tout le monde, quand il part, en général, quand on voit ce genre de dessin, là, sont les dessins en bas, c'est les hexoses, les sucres à 6 carbones. Au-dessus, ce sont les pentoses, les sucres à 5 carbones, et ainsi de suite, dans la série D. Ce n'est pas plus excitant quand on les regarde sous forme cyclique. Donc les seules choses qui changent, finalement, c'est la position de ces petits groupes OH que vous ne voyez pas, parce que le pointeur est très petit, là, mais voilà, cet OH ici, il peut être soit axial, soit équatorial, et ça fait un sucre différent. Alors, pour simplement fixer les dernières fois les choses, les acides nucléiques, 4 bases, les protéines, 20 acides aminés, les sucres, au moins 70 monosaccharides. Au moins, parce que certes, là, ce sont tous les monosaccharides qui sont dans la série D qui sont représentés, et certains, heureusement pas beaucoup, certains existent aussi dans la série L, c'est-à-dire l'image dans un miroir. Alors, pour la plupart des gens, surtout quand il est 1h de l'après-midi, les formes de sucre qui sont les plus excitantes sont celles de notre nourriture. Et notre nourriture, en effet, contient une foultitude de sucres, et pas simplement le sucre en poudre ou l'amidon qu'on a dans le pain, mais il y a une variété de sucres incroyable, y compris dans les boissons alcoolisées, telles que le vin rouge. Alors, je suis à l'IHU, donc j'ai fait une diapo pour les sucres en médecine, parce qu'évidemment, comme ils couvrent les cellules, ils sont importants pour des tas de choses, en particulier pour l'entrée d'un microbe ou d'un pathogène dans une cellule. Donc, en général, le pathogène va reconnaître un sucre
à la surface de la cellule pour s'y fixer, y résider suffisamment longtemps pour pouvoir ensuite pénétrer d'une façon dynamique ou passive. Donc il y a des tas de maladies également, là c'est ce que je montre sur la partie de droite, il y a des tas de maladies génétiques où une des enzymes qui gère les sucres dans le génome humain est mutée, et donc quand on a une protéine mutée, on a des tas de déficits, des maladies, dites par exemple les maladies lysosomales. Il y a des produits qui sont directement utilisés en médecine, tels que l'héparine, des choses qui sont plutôt en paramédical, telles que la chondroïtine sulfate, et des choses de ce genre. Là, ce n'est pas mon propos, hein, c'est juste pour vous tenir éveillé. Il y a aussi des sucres qui sont utilisés pour faire des vaccins. Hein, vous savez que les bactéries, par exemple, s'habillent, ont un espèce de manteau qui est fait dans un glycane, un polymère de sucre, un glycane très particulier, spécifique en général à une souche, et si on utilise ce glycane, on peut, dans certains cas, faire des vaccins. Donc quelques exemples sur cette diapositive, si cela vous intéresse. Alors, on a bientôt fini l'introduction sur les sucres, donc quand même rappeler que la plupart des molécules de la vie sont glycosylées, c'est-à-dire portent un sucre, à un moment ou à un autre de leur existence. Hein. Et ça peut être les lipides, les acides nucléiques eux-mêmes, les antibiotiques, les stéroïdes, les hormones, les protéines, et bien sûr les sucres eux-mêmes, pour faire des disaccharides, des trisaccharides, des oligosaccharides, des polysaccharides. Donc, vous êtes maintenant au courant, vous êtes expert, vous savez qu'il y a une grande diversité stéréochimique chez les monosaccharides, avec une composition, c'est toujours ces 6H12O6 hein, pour un hexasaccharide, un hexose. Donc, la composition similaire, mais une grande diversité de stéréochimie. Et en plus, on va le voir dans un moment, il y a plein de façons de les attacher les uns aux autres. Et donc ça nous donne un grand nombre d'oligos et de polysaccharides dans la nature. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de compter aujourd'hui. On va essayer de se dire combien est-ce qu'il y en a. Donc, après avoir dit qu'il y a une grande variété de ces choses-là dans la nature, eh bien, il faut bien constater qu'il y a aussi une grande variété des enzymes qui vont les processer, qui vont les couper ou qui vont les assembler. Et donc, c'est cette diversité, en fait, d'enzymes qui va nous intéresser. Et donc, la stéréochimie et ces détails, hein, où vous avez un hydroxyle qui est comme ça dans un sucre et un autre qui est comme ça dans un autre, c'est précisément la seule différence et ce sur quoi l'enzyme va s'appuyer pour faire sa reconnaissance. Donc, c'est une reconnaissance très fine. Donc, depuis maintenant une éternité, on présente la base de données quasi, qui est quelque chose qu'on a élaboré il y a maintenant longtemps, et qui présente une classification de ces enzymes en famille basée sur la séquence. Donc, si les séquences se ressemblent, même famille, si elles sont différentes, familles différentes. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec ces familles, mais ce n'est pas entièrement le propos aujourd'hui. Ces enzymes, pour pouvoir reconnaître le sucre comme ça, enfin l'hydroxyle comme ça, de l'hydroxyle comme ça, etc., comment est-ce qu'elles s'y prennent? Elles s'y prennent en faisant donc, une reconnaissance sélective avec des centres actifs qui sont en général étendus et qui permettent donc de faire des tas de points de contact avec leur substrat. Donc on connaît trois types de centres actifs. Il y a la poche dans laquelle le sucre va se glisser là-bas. Il y a la grande crevasse et il y a le tunnel. C'est les grandes choses là-dedans. Il y a bien plus de structure de sucre puisqu'il y a de repliement de protéines. Donc il faut travailler un peu plus. Il faut travailler un petit peu différent. Il faut rechercher les traces que la spécificité a laissé dans la séquence. Voilà. C'est un petit peu tout le métier que j'exerce. On va revenir une minute pour comprendre bien comment est-ce qu'on va compter de façon théorique les sucres qui existent dans la nature. Ici, je vous représente le glucose, à gauche le D-glucose, à droite le L-glucose. Le L-glucose dans la nature n'existe pas. Bon, c'est bonnard, ça fait déjà la moitié du problème qui est résolu. On va voir que le problème est quand même difficile
parce que de déglucose en forme linéaire, comme ceci, comme il y a indiqué à gauche ici, en fait, ça prend 4 formes cycliques. Il va y avoir le glucopyranose, c'est-à-dire là où le cycle fait 6 côtés, et le glucofuranose, là où le cycle ne fait que 5 côtés. Et pour chacun, pour le pyranose, on peut être alpha, c'est-à-dire l'hydroxyle qui est ici, il est vers le bas, ou on peut être bêta, l'hydroxyle, le même hydroxyle peut être en haut. C'est toujours du glucose. Il y en a un, c'est le alpha-glucose, l'autre, c'est le bêta-glucose. Voilà. Et la même chose pour la forme furanique. Maintenant, si on prend juste le bêta-glucopyranose et qu'on regarde sa conformation, juste lui peut prendre des tas de conformations différentes. Selon le rôle biologique, selon la protéine qui le lie, etc., il va prendre une forme bien particulière. Alors maintenant, vous vous souvenez que les sucres, il suffit de prendre un OH, comme l'OH en 4 du glucose ici, on change la stéréochimie, on le met à gauche au lieu de le laisser à droite, on obtient le galactose, et c'est reparti. Le galactose peut faire le galactofuranose, le galactopyranose, alpha, bêta, etc. Donc vous voyez que rien qu'avec 2 sucres, on a déjà une complexité qui est affreuse. Ensuite, les sucres, on peut les lier, alpha ou bêta, à d'autres sucres. Mais un sucre ayant plusieurs hydroxyles, il peut être lié par toutes ces positions. Donc ici, vous voyez, par exemple, en haut au milieu, c'est un glucose lié bêta-1,6 à un autre glucose. Et c'est différent du glucose en haut à droite, qui est un glucose lié bêta-1,4 à un autre glucose. C'est différent. Les enzymes qui agissent sur l'un n'agissent pas sur l'autre. Ensuite, il y a la position de branchement. Dès que vous allez avoir autre chose qu'un disaccharide, vous allez avoir par exemple un hexasaccharide, juste pour le plaisir de faire cette diapositive, il y a, ici je ne parle pas des sucres eux-mêmes, simplement je note celui qui est à droite en lui mettant un petit peu de gris. Et ensuite on regarde le nombre de branchements, le nombre de structures différentes qu'on est capable de faire à partir de ça. Et donc là, j'ai commencé à les énumérer, j'ai continué ici, mais il y en a beaucoup plus que ça, et je ne compte ni les alphas ni les bêtas. Chacune de ces liaisons entre les petites boules peut être alpha ou bêta, et chaque boule peut être un sucre différent dans la collection des 70. Donc, des gens se sont intéressés depuis très longtemps à la diversité des sucres par le calcul. Schmidt, en 86, dit « Moi, je pense qu'il y a 2 millions de pentasaccharides, d'oligosaccharides, de chaînes qui comportent 5 sucres. » Lane, en 88, dit « Non, tu t'es trompé, je pense qu'il y en a 31 millions. » Donc, les gens du domaine, on compte les coups. Et Lane, c'est Monsieur Plus, parce que, L. Kervis, lui, il trouve qu'il y en avait 2,72 milliards, mais il est passé aux hexasaccharides, il a triché, mais là, il est revenu, et sur les oligosaccharides qui font 6 sucres, un hexasaccharide, il en trouve 1 million de millions. En anglais, 1 trillion, je ne sais pas comment on dit en français. 1 million de millions, 10 puissance 12. Donc c'est énorme. Et c'est depuis ce temps-là que personne n'a fait mieux que ce nombre-là. Et les gens, dans toutes les introductions sur les papiers, sur les sucres, ont dit il y a une diversité extraordinaire, astronomique, etc. Et la question que je me suis posée, moi, c'est dans la réalité, on a quoi? Donc ici, oui, j'ai mis un truc là par rapport aux milliards, aux trillions, aux millions de millions, aux 10 puissance 12 formes de sucre, il n'y a que les 10 puissance 4 hexapeptides, si on voit l'influence du nombre et de la nature des sucres. Alors ici, on continue. Donc ici, voilà, la question qu'on cherche à répondre ici, c'est ça. En 2019, il est bien plus facile de séquencer le génome d'un organisme que de déterminer la structure d'un oligosaccharide, même d'un pentasaccharide. Ça coûte trop cher, ça coûte cher. Et je sais ici qu'il y a des gens qui aimeraient bien savoir quelle est la structure d'un oligosaccharide qui est porté par tel ou tel pathogène ou virus, etc.
est-ce qu'on peut utiliser la séquence des enzymes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour estimer la diversité des sucres? Et comment faire? Je vais vous expliquer un peu comment on s'y est pris. On s'y est pris parce qu'on a observé que dans une des bactéries de la flore intestinale, Bacteroides theta omicron, vous connaissez bien, les sucres complexes sont dégradés par des machineries qui sont codées par des choses contiguës sur le génome. On appelle ça des loci. Donc ici, c'est le polysaccharide utilization locus, comme on dit en anglais, c'est le locus qui code pour les enzymes la machinerie à dégrader l'amidon. Les gènes sont contigus sur le génome, il y a des enzymes, il y a des modules qui lient les sucres, des enzymes ici, il y a des transporteurs, il y a des régulateurs, et les choses se passent comme ceci. Il s'agit d'un gramme négatif, il y a un espace périplasmique. À l'extérieur, il y a une enzyme qui est codée par cette affaire ici. Je crois que c'est la GH13 sus A peut-être, qui est... Non, ça va être la sus G ici, c'est celle-ci. Cette enzyme-là est produite et en surface, et les grandes chaînes d'amidon sont coupées en morceaux plus petits. Les morceaux plus petits sont intégrés, passent dans le transporteur, et sont amenés dans le périplasme, où les enzymes, les autres enzymes du locus, les prennent en charge et les coupent en monosaccharides qui rentrent dans le cytoplasme. Ça, c'est l'archétype, c'est le premier qui a été découvert de locus, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Donc c'est deux étapes toujours, une initiation extracellulaire et une déconstruction intrapériplasmique qui permet d'éviter la compétition. Les gros morceaux sont pris et dans le périplasme, il n'y a plus de compétition avec les extérieurs. Donc ce sont des systèmes qui sont dits égoïstes. Alors il y en a plein de ces choses-là, des locus. Par exemple, un Bacteroides theta omicron a une centaine, dans son génome, a une centaine de loci, comme ça. Chacun ciblant une structure oligosaccharide différente. Donc, on a trouvé des pulls pour chaque glycane qu'on connaissait jusqu'à présent. Les génomes d'environ 1000 Bacteroidetes, qui sont le phylum dans lequel on trouve ces structures-là, sont connus dans tous les environnements de la planète. Il est possible, et ça on l'a montré il y a une paire d'années, on peut prédire des pulls à partir de la séquence du génome avec plus de 90% de fiabilité. C'est comme ça. Et donc on se dit, on va utiliser les pulls et leur capacité à agir sur un seul polysaccharide à la fois pour estimer la diversité des glycanes. Donc voilà quelques exemples de pulls. Ici, je vous avais montré tout à l'heure pour l'amidon. Maintenant, c'est pour un autre polysaccharide qu'on appelle la chitine. C'est la même chose. Vous avez ce groupe de gènes ici qui comprend des enzymes avec des noms GH machin, GH avec un numéro. Ce sont les fameuses familles de ma classification que vous trouvez dans le CASI. Et ces enzymes-là, vous en avez une qui est en surface, qui va faire l'initiation, on va prendre la chitine, elle va faire des oligosaccharides de la chitine qui vont être internalisés, qui vont être pris en charge par d'autres enzymes pour les réduire en monosaccharides. Il existe des pools pour des tas de choses. Ici, c'est pour une molécule qu'on appelle le xyloglucane. Et je vous épargne tout ce qu'il y a sur la partie droite. Ce qu'on doit avoir sur la partie de gauche, c'est que, si vous voyez, il y a des inversions de position des gènes sur les génomes de ces bactéries. Ça veut dire que l'ordre des gènes dans le pool n'est pas important. C'est la composition qui compte. Il y a mon collègue Harry Gilbert, que certains ont rencontré dans le passé à l'occasion de jury de thèse, a publié un papier à Nature il y a quelques années où il montre qu'il y a 3 pools nécessaires, donc 1, 2 et 3 pools nécessaires pour la dégradation du mannan de yeast, de la levure. Donc c'est un polysaccharide complexe, là, vous voyez là. Et pareil, les premiers coups de canif sont donnés par des exoenzymes qui agissent à la surface. On internalise le tout et on a une déconstruction après ça. 3 pools pour un polysaccharide complexe. Donc notre approche, c'est basée sur 2 hypothèses.
première hypothèse, c'est deux poules qui ont la même composition vont agir sur le même glycane. La deuxième assumption, c'est plutôt le corollaire, deux poules qui ont des compositions différentes vont agir sur des glycanes différents. Et on va se mettre à compter le nombre de, non pas de poules, mais le nombre de compositions de poules. Je vais vous expliquer comment on fait. Hein? Par exemple, GH18 dans un pool avec GH97, c'est la même chose que GH97 avec GH18. On compte une composition ici. Pour des raisons de simplification initiale, on y reviendra après, on a dit que si on avait plusieurs GH18 et une seule GH97, par exemple, on compterait GH18, GH97, parce que GH18 va toujours agir sur la même liaison. On verra qu'on nous a critiqué, le reviewer 1 nous a critiqué pour ça, du coup après on a compté 1 pour chaque chose, vous verrez que ça ne change pas grand-chose. Et parce que les familles, les grandes familles dans CASI peuvent agir sur des substrats différents, dans ces grandes familles, on a utilisé des sous-familles, c'est-à-dire qu'on compte que la sous-famille 1 est différente de la sous-famille 2, par exemple, parce qu'on a établi depuis longtemps que les sous-familles corrèlent bien mieux avec la fonction que les familles. On a aussi inclus les peptidases et les sulfatases là-dedans, parce que les oligosaccharides, en particulier ceux de la santé, les héparines, les choses comme ça, sont bourrés de sulfate et quelquefois sont liés à des peptides, le cas des mucines par exemple. Donc on inclut tout ça dans notre approche. On a pris les données d'un sous-ensemble de notre base de données qui s'appelle PulDB et qu'on trouve dans notre base, sur lesquels on a près de 1000 génomes de Bacteroidetes et associés, hein, chose qui ressemble aux Bacteroidetes. Et donc les choses, on peut naviguer à l'aide de Cronat comme ça. On a à peu près 3 millions de gènes dans ces 1000 génomes. On a à peu près 90 000, un peu plus de 90 000 qui sont assignés à des GH et à des PL. C'est une autre façon de couper les sucres. On a à peu près 33 000 LECI qui sont basés sur la présence du transporteur, ce fameux transporteur qui est la signature des poules. 33 400 LECI. Donc ça, c'est notre dataset de départ. Et donc, on a regardé la diversité des poules là-dedans. Donc, on repart ici sur les 33 410. On trouve 14 000 de ces LECI qui ont un transporteur et qui n'ont pas de gène codant pour des casines. Ça, c'est la première chose qui nous a surpris. On verra. Et à peu près un nombre similaire de LECI qui ont des casines. Il y a à peu près, sur les 90 000 casines qu'il y avait dans le dataset, il y en a pas loin de la moitié qui sont à l'intérieur des poules. Donc ça veut dire aussi qu'il y en a la moitié qui sont à l'extérieur. On trouve, à l'aide de ce dataset, près de 3000 poules qui ont une composition identique, selon les paramètres que je vous ai donnés tout à l'heure. On appelle ça des poules uniques. Et donc, on a dit, ça nous donne un ordre de grandeur de la quantité de sucre différent qu'il y a dans la nature. Bon, on a réfléchi un peu quand même pour voir les limitations de tout ça. On a continué, on a regardé les facteurs qui peuvent surestimer, puis ensuite ceux qui peuvent sous-estimer la diversité des enzymes ou des combinaisons d'enzymes. On a vu tout à l'heure, je vous l'ai montré avec le Mannan, quelquefois il y a plus qu'un pull pour un seul glycane. Donc sur les 2900, peut-être qu'il y en a moins en fait. Il y a moins de sucre que de pulls, peut-être. Ensuite, on a une redondance fonctionnelle dans certaines familles de casines. Par exemple, la famille GH2 va contenir des bêta-galactosidases et la famille GH147 également. Donc ça, si on compte 1 pour GH2 puis 1 pour GH147, alors mais c'est la même chose. Donc on surestime un peu. Et ensuite, on a les problèmes de génome fragmentaire. Je vais vous montrer. Voilà. Les familles isofonctionnelles, c'est les deux pulls que vous voyez ici, mais c'est deux pulls qui sont différents si on regarde juste les familles. Évidemment, si on dit que ça c'est la même chose, à ce moment-là, on n'a plus qu'un pull, plus qu'une composition. Ensuite, pour les pulls qui sont fragmentés en raison de génomes mal assemblés ou qui sont restés fragmentaires,
on peut avoir une fin de scaffold ici, qui masque la présence du gène rouge ici, et du coup les deux poules ici, en haut et en bas, sont classées dans des catégories différentes, dans des compositions différentes. Comment avancer là-dessus? Aussi, on a un souci, c'est les prédictions de poules sont basées sur des distances intergéniques. Hein, c'est les petits traits noirs là-dedans. Si la distance intergénique est supérieure au seuil qu'on a fixé, eh bien, par exemple, ce gène-là, qui fait partie du pool, mais il a été éliminé en raison des problèmes des limitations de notre système prédictif. Ça peut arriver. Et ça encore, ça va résulter dans des compositions différentes. Voilà. Et ça peut être soit un truc qui est éliminé de façon incorrecte, ou quelque chose qui est ajouté de façon incorrecte, pour des raisons similaires. Comment est-ce qu'on peut prendre ces trucs en considération? On a dit, on va permettre des mismatchs. On a une composition où on a 3 enzymes, A, B ou C. Eh bien, on va donner un mismatch. Donc, un autre groupe qui aura AB, par exemple, sera considéré comme similaire. Donc, on décrit nos pools avec des matrices de présence de famille et d'absence de famille. Et grosso modo, si on est à 0% de mismatch, on a tous ces pools-là. Et si on autorise 10% de mismatch, on va couper ici. Et donc, tous les pools qui étaient ici groupés, indépendants auparavant, ne formeront plus qu'un pool. Donc ensuite, on a regardé l'ensemble de nos paramètres avec 0% de mismatch, 10% de mismatch, etc. Comment évolue le système? Voilà, donc le système, on a 2900 pools à 0% de mismatch, et ensuite, à 10% de mismatch, on descend à peine. Donc c'est pour ça que ça donne confiance sur les choses. Puis après, évidemment, ça commence à chuter, parce que quand on a 50% de mismatch, c'est un peu n'importe quoi. Aussi, on a des facteurs qui peuvent sous-estimer la diversité. Tout à l'heure, on la surestimait, maintenant, on la sous-estime. La fonction de toutes les quasi n'est pas encore connue. Donc, bien sûr, peut-être dans les 14 000 pools où il n'y avait pas de casim, peut-être qu'il y a une diversité de casim là-dedans qui est cachée et que l'on ignore et que l'on ne prend pas en compte. Et donc, on peut se tromper, en tout cas, on peut avoir sous-estimé la diversité. Et toutes les familles ne sont pas connues. Notre calcul initial ne prenait pas en compte les copies multiples. Vous vous souvenez, je vous avais dit, si vous avez 2 fois GH18, on comptait 1. Et en fait, le reviewer 1 nous est tombé dessus, il a dit, mais non, on ne peut pas faire ça. Il existe des pools, et il avait raison, où vous avez 3 GH18. Ce n'est pas la même chose qu'un pool où il y a une seule GH18. Donc, comptez-moi tout ça individuellement. Ce qu'on a fait, on s'est impressé de le faire, puisque c'était pratiquement la seule critique qu'on avait. Donc, on a regardé aussi, on viendra là-dedans, le nombre de génomes dans le calcul. Parce qu'on a 1000 génomes, peut-être que ce nombre de génomes est insuffisant, etc. Donc, on a fait des tirages aléatoires. Ici, la courbe en rouge, c'est à 0% de mismatch. En bleu, c'est à 20% de mismatch. Et simplement pour montrer que plus on rajoute des génomes, moins l'augmentation est forte. Donc, on est à peu près, je ne sais plus si le graphe est bien fait ici, mais grosso modo, on est de l'ordre de quelques milliers. On a regardé aussi le nombre de familles dans le calcul. Alors là, c'est pareil, là, cette fois-ci, on regarde les mismatchs qui sont en bas. Là. Donc, là-haut, c'est toujours pareil, c'est le nombre de familles. On s'est mis au dataset de 2018, celui qu'on a fait là, sur 964 génomes, et qui est fait avec 128 familles de GH et de PL. C'est le truc en rouge en haut. Ensuite, on a enlevé les 292 génomes incorporés au cours des 12 derniers mois. Et donc, on passe de la courbe rouge, à la courbe rouge, à la courbe bleue. Ensuite, on a aussi enlevé les 8 familles de GH et de PL qui ont été décrites pendant les 12 derniers mois et qui sont trouvées dans les pools. Et on passe de la courbe rouge à la courbe jaune.
Donc on voit que le nombre de familles influence peu, alors que le nombre de génomes influence davantage. Pourquoi? C'est pas simplement les nouvelles familles qui sont trouvées, on se doutait un petit peu et leur position, elles sont déjà positionnées, prépositionnées dans les poules qui existent. Donc on remplit des trous dans les poules, des choses qui étaient inconnues, maintenant deviennent connues, mais ça n'augmente pas le nombre de poules. Demain, ça l'augmente de façon très marginale. Hein? Donc, comment on a géré les gènes multiples de la même famille qui sont dans un même pool? Ça, c'est le reviewer 1. Donc, on a commencé par regarder les 13 000 poules qu'on a dans notre dataset, des vraies poules, ceux qui ont des casimes dedans, et on a trouvé que 40% avaient des gènes multiples, codant pour des protéines de la même famille. Donc on a deux scénarios, si les copies différentes ont des spécificités différentes, alors effectivement on devrait compter les choses de façon extensive pour estimer la diversité des poules, mais il peut arriver aussi que la même liaison glycosidique est coupée à la fois dans le milieu extracellulaire pour donner les premiers coups de canif, pour faire l'initiation, et puis dans le périplasme pour compléter la dégradation. Donc là-dedans, évidemment, on donne des coups de canif successifs, mais dans la même structure. Donc ici, c'est vrai que là-haut, le cas numéro 1, il faut tout compter. Le cas numéro 2 nous dit que si on compte tout, on va continuer d'un petit peu surestimer. On s'en fiche. On a fait le cas numéro 1, on a computé le nombre de poules uniques en prenant en compte le nombre de copies dans la même famille, et on a trouvé une augmentation de 25% du nombre de poules qu'on trouvait. On reste dans le même ordre de grandeur. On est dans quelques milliers. On a trouvé qu'il existe, mais je ne vais peut-être pas avoir le temps de m'y étaler là-dedans, il y a quelques familles qui sont statistiquement sous-représentées. Par exemple, les enzymes qui ciblent le peptidoglycane, avec des familles qui sont mentionnées ici. Donc ces familles, on les trouve dans les poules, on les trouve en dehors des poules. Mais dans les poules, on en trouve moins que ce qu'on pourrait attendre par le nombre de gènes, en faisant un calcul statistique, moins que par une distribution aléatoire. Également, donc c'est sans doute parce que ces enzymes pour le peptidoglycane servent à la cellule elle-même pour faire sa division. On a besoin de couper le peptidoglycane, on a besoin de faire un certain nombre de choses, et ce n'est pas forcément pour acquérir des nutriments. Donc la même chose, les enzymes qui dégradent l'amidon, le glycogène, sont des familles qui sont extrêmement abondantes chez toutes les bactéries, y compris chez les bactéroïdètes, mais la proportion de ces enzymes qu'on trouve à l'intérieur des poules, elle est moins grande que celle attendue par une distribution aléatoire. Et là, encore une fois, la raison elle est assez simple, c'est que le glycogène bactérien, c'est le stockage cytoplasmique du carbone des bactéries, et donc, dans ces bactéries, il n'y a pas besoin, c'est à l'intérieur du cytoplasme, donc il n'y a pas besoin de faire appel à toute cette machinerie où on a une dégradation extracellulaire avec des enzymes, les importer dans le périplasme, etc. Donc il y a plein d'enzymes pour ça, mais c'est pour le soi et pas pour le tout. En tout cas, bien que ce soit pour le glycogène intracellulaire ou pour le peptidoglycane, on en trouve aussi dans les poules. Ce qui montre que ces structures-là, ces sucres-là, n'échappent pas à la dégradation par les poules. Donc, les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment une relation de 1 à 1 entre la composition en poule et la structure des glycanes? Quelquefois, je rappelle, il peut y avoir plus d'un poule pour un seul glycane. Est-ce que tous les glycanes sont digestibles par les poules des bactéroïdètes? Je connais une exception, une sur 3000, c'est pas grand-chose, c'est la cellulose. La cellulose n'est pas dégradée par les poules. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire là, voilà. Donc il y a des poules aussi qui ont un seul gène de casime. Donc immédiatement, vous pensez qu'à côté de ce gène-là, il peut y avoir une autre casime de fonction inconnue. C'est une possibilité. Ou simplement, il peut y avoir aussi des poules qui sont allumées en même temps pour la dégradation d'un polysaccharide, comme les 3 poules pour le malade. Et donc, une autre question, c'est à quoi servent les
LECI, on ne peut pas appeler ça des poules puisqu'il n'y a pas de caséine dedans, mais à quoi servent les LECI qui n'ont pas de caséine? Si, ça je vous ai à peu près dit, hein, donc on ne peut pas exclure, quand on a une seule casime là-dedans, on ne peut pas exclure qu'il y a d'autres choses ou que ce pool soit allumé en même temps qu'un autre. Ne lisez pas, je viens de vous le dire. Les LECI qui ont ces transporteurs et qui n'ont pas de casime, c'est plus de la moitié, 52%. Donc, il y en a 11% qui contiennent des sulfatases et des peptidases, qui souvent collaborent avec les casimes pour dégrader des substrats complexes. Cela peut suggérer qu'il y a des gènes qu'on ne connaît pas encore et qu'il va falloir découvrir, ce qui est toujours intéressant, ce qu'on essaye de faire au laboratoire. Et une autre explication, c'est qu'il y a la co-transcription avec de plusieurs LECI en même temps. Donc, même si on n'est pas lié physiquement sur le génome, en tout cas, les enzymes orchestrent, par une co-régulation, orchestrent la dégradation d'un glycane ou de glycanes spécifiques ensemble. Le grand nombre de LECI qui n'ont pas de casime, surtout, suggère que peut-être il y a des LECI de ces affaires-là qui ciblent des choses qui ne sont pas des sucres. Gardez à l'esprit, et on va y venir là. Donc, on s'est intéressé à qu'est-ce qu'on trouve à la vicinité de ces transporteurs. On a trouvé un certain nombre de phosphodieestérases, avec PFAM là-dedans. Donc, on se dit que les morceaux d'acide nucléique peuvent constituer, peut-être, en particulier dans le gut où on a plein de matières, etc. On mange de l'ADN, il y a de l'ADN qui est généré par les bactéries, enfin, peut-être que ça peut être récupéré, importé et puis digéré. Et il y a d'autres macromolécules qui peuvent interagir avec SUCD, en particulier des peptides. Et en fait, la première structure à 3 dimensions de ce transporteur qui est basé sur 2 protéines, la protéine SUC et SUSD, qu'on voit ici, la première structure publiée par Glenn Wright et collaborateurs ici, a un ligand qui est un peptide, qui est à l'intérieur, qui est coincé à l'intérieur de cette affaire. Donc, c'est tout un monde qui est ouvert devant nous. En tout cas, on argue, et puis on a pu convaincre les reviewers, quand on a une estimation grossière de la diversité des glycanes. Il n'est pas impossible qu'il y ait des glycanes qui échappent au pull. Enfin, moi je ne connais pas, même au niveau de la cellulose, on rencontre des poules, on n'a pas montré la fonction, en tout cas leur composition indique qu'on pourrait dégrader des bêta-1,3 glucanes, c'est-à-dire de la cellulose. Ça n'a pas été montré expérimentalement. Et aussi, il y a le début d'une évidence qui montre que les polysaccharides bactériens, ceux qui font la surface des bactéries, donc, peuvent être aussi dégradés par les poules. Donc, on montre que pour dégrader les glycanes naturels, les bactéroïdétès ont mis au point quelques milliers de combinaisons d'enzymes. Et donc, ça suggère que la diversité naturelle, elle est du même ordre de grandeur. Donc, on est très loin des 10 puissance 12 que Lane nous avait proposé. Et cette différence énorme, elle est due, à mon avis, à des contraintes intrinsèques au système biologique à plusieurs échelles. Comment on dit en français, l'encombrement stérique, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont impossibles, dans le cas de Lane, dans les 10 puissance 12 structures, il y en a où c'est pas possible, on a des contacts, on a des clashs stériques, donc il y en a plein qui sont comme ça. Il y a la nécessité que dans les 10 puissance 12, si on les faisait toutes, ces structures-là, peut-être que nos enzymes ne seraient pas capables de les discriminer. Donc la nature a fini par se stabiliser dans des structures qui sont discriminables. Ensuite, bien sûr, il faut avoir des précurseurs. Si vous n'avez pas de L-glucose dans la nature, vous n'aurez pas de L-glucose dans vos glycanes. Et puis, on peut avoir des contraintes écologiques également.
quelques milliers, hein, peut-être 5 000, 3 000, 10 000. On a l'impression que c'est très peu, parce que je vous ai survendu les 10 puissance 12 dès le départ. Hein, alors, par rapport à la théorie, c'est peu. Mais par rapport, si vous regardez le nombre de protéases dont vous avez besoin pour digérer vos protéines, lorsque vous mangez votre beefsteak, vous n'avez besoin que de quelques protéases pour boulotter toutes les protéines qui existent. Pour les sucres, vous avez besoin de beaucoup plus de combinaisons. Quelques milliers. Donc c'est énorme. Seulement une douzaine, quelques douzaines, peut-être une centaine au total, de ces glycanes sont disponibles commercialement pour faire de la science au laboratoire. Donc il faut faire attention, quand même, je vous ai vendu quelques milliers, là. Ces quelques milliers de structures, des structures globales. Le xyloglucane, c'est une structure, je compte un. Mais à l'intérieur du xyloglucane, il peut y avoir des petites différences. La densité des substituants, il va en avoir beaucoup, hein, une espèce de choses avec plein de groupes pendants, et puis une autre source de xyloglucane va vous donner moins de sucre pendant. Alors, nous, en enzyme, c'est le même type d'enzyme qui va tout couper, ça. Pour des propriétés physico-chimiques ou pour d'autres propriétés, ces choses qui sont plus ou moins substituées peuvent avoir des rôles ou des propriétés physiques différentes. Donc tout ce qui est aussi des substituants non carbohydrates qu'on va trouver sur les sucres, tels que les groupements acétates, les groupements sulfates, etc., aussi vont amener une diversité additionnelle. Donc on est bien conscient. En tout cas, nous, on a vendu l'affaire qu'on connaît la taille de notre univers, maintenant, à peu près. On la connaît aussi bien que d'autres. Donc, voilà. Ici, à peu près une centaine de choses qui sont disponibles commercialement, etc. Et puis tout le reste, eh bien, ça reste à découvrir avec plein de boulot pour les années à venir. Voilà. Le travail, on finit toujours par une diapo de remerciements, ben, c'est mon cas aussi. J'ai une petite équipe à l'AFMB sur le campus de Lumini, donc les noms sont écrits à gauche. Un de ceux qui ont participé à ce travail, il y a d'autres gens dans le groupe, mais ceux qui ont travaillé à ça, c'est Élodie Drulal, Pascal Lapéby qui a été le postdoc principal là-dedans, Vincent Lombard et Nicolas Terrapon. Nicolas, c'est lui qui a créé PulDB. Voilà, puis on a tous nos collègues de Newcastle avec qui on a exploré de façon expérimentale aussi les pulls, et c'est comme ça qu'a germé l'idée qu'on pourrait les compter pour déterminer la diversité glycanique naturelle. Alors je ne m'attends pas à beaucoup de questions, parce que je sais beaucoup.